Le bonheur de vous recevoir aujourd'hui pour ce panel entouré de gens merveilleux. Donc, c'est une organisation qui, chaque année, nous offre ce beau cadeau pour nous, les femmes, dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Alors, merci à la Fédération des médecins spécialistes du Québec de penser à nous. Et on va aussi souligner l'apport des femmes dans le milieu de la médecine, à quel point elles sont importantes. On aura deux femmes extraordinaires à vous présenter un petit peu plus tard pour le concours. En fait, ce sont les deux lauréats de la 5e édition du concours Femmes médecins d'exception, à qui nous remettrons les prix Irma Levasseur et Marthe Pelland. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, nous touche toutes à un moment ou l'autre de notre vie, les céphalées, mieux connus sous le nom de maux de tête. Et là, ça englobe tout plein de choses. Et pour en discuter, deux médecins spécialistes qui vont nous aider à démêler tout ça, à améliorer, j'espère, notre quotidien, parce qu'on sait que ça peut être très prenant. Ça peut nous empêcher à certains moments même de fonctionner. Alors, je vous présente tout de suite Dr. Élisabeth Leroux. Bonjour, docteur. Et Dr. Isabelle Denis. Alors, je vais essayer de faire un portrait global de ce que vous faites. Vous faites beaucoup de choses. On commence avec vous, Dr. Leroux. 7 ans de pratique au CHUM. Vous avez dirigé pendant 2 ans le programme des céphalées de l'Université de Calgary. Donc, vous avez dirigé le programme, ensuite occupé le poste de présidente du programme, présidente de la Société canadienne des céphalées. Vous avez fondé l'organisme Migraine Québec et également fondé Migraine Canada et en est actuellement la présidente. Alors, on est content de vous avoir aujourd'hui. Je suis vraiment super contente d'être là. Merci beaucoup. Docteur Isabelle Denis, physiatre. Donc, physiatre pratiquant présentement au CHUM et à l'Institut de physiatrie du Québec. Docteur Denis, vous êtes spécialiste en technique d'injection spinale et périphérique sous fluoroscopie. Bien dit? Bien dit. Okay, parfait. Depuis 2018, vous êtes la chef du service de physiatrie du CHUM. Vous êtes également l'auteur de plusieurs publications ayant comme sujet les atteintes spinales. Vous êtes impliqué dans plusieurs projets de recherche en milieu universitaire, notamment à titre de chercheur investigateur au CHUM. Mon Dieu, je suis comme un peu essoufflée, là, on dirait. Est-ce qu'il y a d'autres docteurs pareils comme vous qui se cachent quelque part, qui vous donnent un coup de main? C'est tout du travail d'équipe. Oui, il y a ça, par exemple. C'est vrai que l'équipe est importante. Et vous êtes impliqué aussi au fil du temps dans diverses fonctions importantes. Donc, là, on va y aller dans le vif du sujet parce que, évidemment, on comprend que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les céphalées. Je veux ajouter membre du comité d'examen de la médecine physique et de réadaptation au Collège royal du Canada, co-directrice de l'Institut de physiatrie du Québec, vice-présidente de l'Association des physiatres du Québec. Est-ce que... J'étais. Je ne suis plus OK. Et maman, disons-le à temps plein. Trois beaux enfants. Aussi. OK. Donc, on va parler de la céphalée. Évidemment, la céphalée, ce n'est pas un mot qu'on utilise, nous, nécessairement dans la vie de tous les jours. C'est quoi la céphalée? Donc, la céphalée, c'est le terme médical. Nous, on aime ça, les docteurs, à inventer un langage parallèle qui complique les choses. Mais dans la vie, c'est le mal de tête. J'ai mal à la tête. Alors, c'est ça qui est la céphalée, par définition. Et la céphalée peut se découler de toutes sortes de façons aussi. C'est ça qui arrive. Là. L'histoire, c'est que la céphalée, c'est comme un symptôme. Hein? C'est comme la toux. Hein? Fait que là, tu peux tousser pour un paquet de raisons. Mais quand tu as mal à la tête, tu peux avoir mal à la tête pour près de 200 raisons différentes. Il y a 200 diagnostics dans ce qui est ma Bible de chevet, moi, la classification internationale des céphalées. Alors, il y a des maux de tête qui sont causés par différentes maladies, d'autres maux de tête qui arrivent pour différentes raisons, on va parler de migraine tantôt. Alors, ça prend vraiment un peu d'études pour maîtriser ce sujet-là. Il y a beaucoup de causes. Sauf que nous, dans la vie, ce qu'on dit, c'est qu'on a mal à la tête. Ben oui. C'est ça qui arrive. Docteur Denis, de votre côté, quand on dit une céphalée, comment vous dites? Ben nous, c'est sûr qu'on va parler plus de la céphalée cervicogénique. C'est un mot que j'ai appris en vous rencontrant, d'ailleurs. Qui vient, dans le fond, qui provient de la colonne cervicale, puis qui donne des douleurs qui peuvent aller vers le visage. Ça fait qu'on va en parler un peu plus tout à l'heure. Bon, et maintenant, quand on parle justement, on parlait de cou, de structure de tête, les liens sont... Évidemment, tout est là, mais en fait, ça part de plus bas même à certains moments. Là, Mais en fait, au niveau anatomique, il y a des petits nerfs au niveau de la colonne cervicale, puis les nerfs aussi qui viennent du visage, qui viennent tous s'amalgamer sur un noyau de neurones qui est au niveau de la colonne cervicale haute. Puis le cerveau est un petit peu mélangé par ça. Puis des fois, pour lui, c'est un peu difficile de savoir c'est quoi exactement la source de la douleur parce que tout s'en va au même endroit. OK. Et donc, c'est là où vous intervenez toutes les deux, mais dans différentes sphères, finalement. Exactement.
Donc, de votre côté, docteur Leroux? Bien, c'est tout à fait ça. Donc, des fois, j'explique aux gens qu'il y a du filage électrique et puis que ce filage électrique-là va dans la même boîte. Les gens sont très familiers avec le phénomène de douleur référée. Quand on parle d'avoir un infarctus, bien, on sent la douleur dans le bras gauche. Ça, c'est comme commun dans la population. Mais il y a des problèmes de cou qui peuvent faire mal dans la tête. Puis il y a aussi des problèmes dans la tête qui peuvent faire mal dans le cou. Alors, c'est comme une autoroute dans deux directions. Et ben, ça prend souvent de l'expertise, des tests, et puis pour déterminer. Et des fois, il y a des problèmes dans les deux places en même temps. Et là, ça rend la chose encore plus complexe. J'ai d'ailleurs appris que c'est une des causes où les gens vont consulter un médecin justement parce qu'on a mal à la tête. C'est quelque chose de très fréquent, mais il faut pousser un peu plus loin. C'est ce qu'il faut inculquer aussi aux gens. Si vous avez des maux de tête persistants, il faut aller voir un peu plus loin. C'est-à-dire que nous, alors là, dans le domaine de la neurologie, le mal de tête, c'est une raison de consultation très fréquente. Oui. Et la première chose qu'on veut, puis nos collègues en médecine familiale, évidemment, sont très prudents, parce qu'on a ce qu'on appelle des drapeaux rouges. On ne veut pas que les gens qui ont, par exemple, des anévrismes, des méningites, des tumeurs cérébrales passent inaperçus. Non. Donc, si vous avez un mal de tête brutal, un mal de tête nouveau, parce que vous avez le droit d'avoir des migraines puis d'avoir un nouveau mal de tête, si vous avez quoi que ce soit qui est un symptôme neurologique, perdre la vision, voire double, paralysé, avoir des problèmes de langage, ou encore que vous avez des problèmes de santé, donc si vous avez perdu du poids, il se passe quelque chose, il ne faut pas hésiter à consulter, parce que certaines de ces causes de mal de tête-là peuvent être dangereuses et mortelles. Maintenant, je vais modérer un peu ça, la majeure partie des gens qui consultent pour des maux de tête n'ont pas de tumeur d'anévrisme ou de méningite. Ils ont des céphalées de tension, dont on va parler, et surtout, des migraines, qui sont la cause principale de céphalées invalidantes. Et qui viennent toucher particulièrement les femmes. Donc, 3 fois plus de femmes font des migraines si on compare à l'homme. Puis évidemment, ben nous, les filles, on n'a jamais de pause. Il y a toujours quelque chose, j'ai l'impression. On peut parler évidemment d'hormones et tout ça qui ne doivent pas aider la cause. Donc, si on parle de migraine maintenant, docteur Denis. En fait, moi, je vais parler plus de la céphalie cervicogénique. Oui. La migraine, c'est plus les neurologues qui mais qui la vous traitent. en avez aussi ou est-ce que ça... Non, c'est plutôt... Ben, ça peut venir ensemble, Oui. mais nous, on est vraiment plus spécialisés pour la... Nous, dans le fond, c'est un mal de cou qui va aller référer au qui niveau va de la donner tête. un mal de tête qui pourrait devenir une migraine par la Qui suite. pourrait devenir une migraine, mais qui a des traitements particuliers dont on va parler aussi tout à l'heure. Bon, quand on parle de la céphalie cervicogénique, c'est un bon, trop long pour le Scrabble, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui part du cou, qui va aller au... C'est différent aussi de l'endroit où on a mal à la tête. Ça part du cou, toujours dans cette région-là, un peu occipitale, donc cervicale haute. Ça remonte, ça peut remonter, ça peut rester là, comme ça peut remonter vers, on dit hémicrânien. Donc, habituellement, c'est d'un côté de la tête seulement. Ça peut aller derrière l'œil, ça peut aller dans les mâchoires. Il y a des gens qui ont mal à l'oreille, qui vont voir un ORL, ils disent non, il n'y a rien, mais ça vient vraiment de la colonne cervicale. Puis associé à ça, on a plusieurs autres symptômes, comme des fois, les gens vont nous dire sont étourdis. Ça vient toujours avec le mal de tête, mais étourdissement, des fois, ils ont des nausées, des vomissements qui peuvent accompagner ce type de douleur-là. Cette douleur-là n'est pas pulsatile. Des fois, on a comme d'autres sortes de mal de tête qui a une pulsation. Nous, ce n'est pas pulsatile, c'est sourd. C'est une douleur qu'on appelle mécanique. Fait qu'elle augmente avec certaines postures, avec certains mouvements. Et là, c'est là où tout le monde se tient extrêmement très droit. Elle diminue aussi avec certains traitements. Fait qu'il y a une espèce de variation de la douleur. Ce n'est pas toujours la même douleur, puis surtout, elle n'est pas pulsatile. Et là, ce que je comprends aussi, c'est que ce n'est pas nécessairement diagnostiqué aussi, là, parce que souvent, les gens, on a mal à la tête, on a quelque chose et on va le laisser passer, ou on va se tourner peut-être vers un médicament de pharmacie qui peut alléger pendant un certain temps, mais il faudrait pousser un peu plus loin, finalement. Oui, bien, on peut parler. Bien, on pourrait aussi peut-être faire juste la distinction avec la migraine tout de suite, puis après ça. Peut-être on va définir. Donc là, Isabelle t'a bien décrit la céphalée cervicogène. Moi, des fois, j'appelle ça la sciatique du cou, parce que c'est comme si c'est un nerf. Les gens comprennent bien le phénomène d'un nerf qui est problématique puis qui donne des symptômes à distance. Mais c'est un peu la même chose. Mais alors, si on parle de migraine, donc qu'est-ce que c'est ça? Parce que souvent, les gens veulent dire, veulent savoir c'est quoi la céphalée, c'est quoi la migraine. C'est assez simple, en fait. Donc, la migraine, c'est une céphalée plus.
Alors, tu as mal à la tête. Ce mal de tête-là souvent commence d'un seul côté, parfois est pulsatile, mais ce qui est vraiment la Quand vous clé, dites pulsatile, ça donne des coups. des coups, OK. Et c'est des coups que les gens vont dire, c'est comme le cœur dans la tête des fois. Mais des fois, c'est pas le cœur, des fois, c'est plus lent. Mais ce sont pas le mal de tête peut être des deux côtés, peut être non pulsatile. Ce qui est la clé de l'affaire, là, c'est les symptômes accompagnateurs. Donc, ça, on appelle ça soit les symptômes gastro-intestinaux, nausées, vomissements, des fois diarrhée même, et l'hypersensibilité sensorielle. Là, les gens, là, ils vont dire, les lumières me font mal, C'est je ça. tolère pas les sons, les odeurs, je suis plus capable, le mouvement me rend étourdi. Et souvent, on va avoir avec ça de la douleur cervicale, 60 des cas, donc c'est fréquent, et aussi de la difficulté de concentration, de l'irritabilité, des difficultés, des étourdissements. Et des fois, ça peut être relativement léger. Je prends 2 Advil, ça va bien. Mais des fois, c'est sévère, au point que moi, j'ai des patientes qui vont dans les urgences, qui vomissent à répétition, qui sont au lit pendant des jours à la suite. Mais caché Donc, aussi, vraiment c'est quelque ça, chose de très... Alors, la céphalée de tension, je pense que c'est important qu'on dise quelques mots parce que c'est très fréquent. Mais ça, c'est j'ai mal à la tête, souvent Mais les on deux fonctionne côtés, quand dans même, le front, oui. ça va, je vais prendre Oui. un peu d'air. Mais tu sais, j'ai pas mal au cœur, je suis pas hypersensible aux odeurs, c'est pas pulsatile, je suis pas dans mon lit, là. Donc, la céphalée de tension, fréquent, mais peu invalidant. La migraine, très fréquent, très invalidant. Et la céphalie cervicogène, on peut dire que c'est plus rare que la migraine, mais c'est important de la reconnaître parce qu'il y a des traitements différents. Puis là, à ce moment-là, c'est qu'une ou l'autre va pouvoir faire la différence. Mais avant de vous rendre, mettons, de se rendre chez vous, le Oui. docteur Denis, il faut passer peut-être rencontrer Non. quelqu'un d'autre avant ou non? Ben, habituellement, c'est le médecin de famille qui va faire Qui un va- peu la OK. distinction entre les deux. Puis là, si c'est une migraine, ils vont l'envoyer plus en neurologie. Si c'est plus des douleurs qui viennent du cou, puis qui pensent que ça remonte dans la tête, là, ils vont nous envoyer ça, plus en physiatrie. Là. Donc, à la maison, c'est de s'auto un peu diagnostiquer pour voir la différence, pour justement améliorer notre sort d'une certaine Ouais. façon. Oui. Je pense que la clé de l'affaire, c'est que vu que la migraine est stigmatisée, puis on va en reparler, bien, souvent, c'est sous-évalué. Donc, moi, je vois des patients puis des patientes, on a la journée de la femme, qui ont passé 30 ans de leur vie à souffrir de migraine, puis qui ont appris que c'était pas si grave, c'était pas important, c'était pas dangereux, il n'y avait rien à faire, restent chez eux et ont malgré des symptômes invalidants. Donc, moi, ceux d'entre vous qui écoutez puis qui êtes atteints de migraine, bien, tu sais, vous êtes c'est pas votre faute, c'est pas dans votre Non, tête, c'est c'est ça. une vraie maladie et ça vaut la peine de consulter parce qu'il y a des traitements qui existent, c'est ça. Mais ça c'est l'histoire. ce que je vois ici, donc peu de consultations. On est un petit peu ignorant justement face au traitement. On se dit, ah, c'est correct, ça va passer. Puis je trouve que les filles, on est bonnes aussi pour ça. Ben non, je suis correct, non, ça va aller, non. Et pourtant, c'est important. Puis moi, la migraine, une fois dans ma vie, je pensais littéralement que j'étais en train d'y laisser ma peau. Mais pour connaître des gens qui vivent ça souvent, 1, 2, 3 fois par mois, qui doivent annuler le travail, c'est de ne pas se gêner d'aller chercher. Donc, et pourquoi les femmes, on est plus touchées, justement? Je parlais d'hormones tantôt, là, mais... Alors là, dans le cas de la migraine, je lisais ce matin un article de février 2024 pour vous. Donc, très récent. Très récent. Et donc, évidemment, on parle. Alors, chez les enfants, on a 10 de nos petits qui ont des migraines, donc garçons et filles égales. Mais après la puberté, les femmes se détachent et donc il y a de 3 femmes pour 3 femmes pour un homme qui a de la migraine. Et dans le cas de la migraine chronique, ça, c'est la forme la plus sévère, c'est 4 femmes pour un homme. Alors, évidemment, il y a l'impact des fluctuations du cycle menstruel, donc, entre autres, l'impact de l'estrogène. On sait que quand l'estrogène descend, la migraine augmente. Mais il y a aussi donc d'autres impacts hormonaux, notamment la progestérone. Il y a le rôle de la testostérone chez la femme. Et une chose que je trouvais très intéressante, maintenant qu'on a plus de traitements affirmatifs de genre, eh bien, les personnes qui vont vers le sexe, vers le genre féminin, ces traitements vont augmenter les migraines chez des hommes qui font une transition vers les hormones féminines. Donc, on a quand même beaucoup de connaissances maintenant sur le pourquoi, mais il reste encore plus de recherches. Par contre, j'ai comme je trouve qu'on parle plus de la ménopause, c'est moins tabou aussi, donc ça doit quand même aider certaines personnes aussi là, pour Alors, ça. Oui. c'est intéressant parce que la périménopause, là, on en parle beaucoup, puis je pense que c'est important de faire de la recherche là-dessus. C'est une phase difficile pour la migraineuse et c'est là où moi, je vois les patientes, souvent, ils arrivent là, au bout de la ligne, puis 40-50 ans, là, c'est là où est-ce qu'on voit les femmes migraineuses parce qu'il y a beaucoup de variations d'instabilité hormonale qui s'associent, en plus de responsabilités personnelles et sociales. Donc, souvent, tu es mère d'enfant, tu as des parents qui commencent à être âgés, ton travail est à temps plein, donc tu dors pas beaucoup, puis tout ça. Il y a ces aspects-là qui sont importants. Une autre chose que j'entends souvent, c'est
ah, ben c'est correct. À ta ménopause, tu n'en auras plus. Mais ça sert des fois à dire, ah, ben, on ne traitera pas, on va attendre, tu vas t'améliorer. Mais 2 tiers des femmes s'améliorent à la ménopause, mais il y a 1 tiers qui ne s'améliore pas, puis il y a même 10% qui se détériorent. Donc, c'est important de savoir que ce n'est pas chaque femme qui est sensible aux hormones de la même façon. Donc, les facteurs sont nombreux. On peut imaginer le stress, la maladie, les années qui passent, les facteurs aussi cervicaux qu'on appelle. Et comment ça se passe, Dr. Denis? Est-ce que c'est... Pour nous, la céphalie cervicogénique, il n'y a pas vraiment d'incidence plus chez les femmes ou chez les hommes. En fait, ce qui va souvent arriver, c'est qu'il y a eu un accident avant la céphalie. Fait que, par exemple, les whiplash, là, donc les coups de fouet, là, les gens qui ont eu des accidents d'auto, avec la flexion puis l'extension là, très importante au niveau du cou. Puis là, boum, il commence à avoir une douleur qui remonte vers la tête. Puis ça peut être aussi au travail. Il y a des gens sur la CNSST qui ont reçu des coups, des infirmières, toutes sortes ou même une chute sur le trottoir. Puis là, oups, la douleur va commencer. Fait que dans une très grande majorité des cas, l'histoire de céphalie apparaît plus avec une histoire de trauma. Pas vraiment rapport, ça peut être un homme autant qu'une femme. Okay. Je dirais avec l'âge, on peut avoir un petit peu plus de céphalie, mais de douleurs chroniques en général. Puis tu as parlé d'un bon point, je trouve l'incapacité. L'incapacité est souvent en lien, on peut avoir plus de douleurs plus on vieillit, mais l'incapacité peut être plus grande à l'âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que c'est là qu'on a toutes les... on est mère, on travaille, on ne peut pas s'arrêter. Et donc, la capacité avec la douleur peut être très importante. Il ne faut pas négliger cet aspect-là, je pense. Dans le sens où on endure, finalement. On endure, puis on met il ça faut de côté. Au contraire, il faudrait essayer de consulter. C'est le bon moment de consulter, pas se dire, je vais attendre à 70 ans, puis ça va venir qu'à partir. Je pense qu'il faut consulter, puis essayer de faire quelque chose, parce qu'il y a vraiment des choses qu'on peut faire des deux côtés. Là. Bon, mais mettons, commençons, allons-y, parce que ça, je trouve que c'est assez intéressant de savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Évidemment, si on a un accident, ça, c'est hors de notre contrôle. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Mais donc, en douleur aiguë, nous, on traite en physiatrie, c'est beaucoup des douleurs chroniques. En douleur aiguë, on continue à bouger le plus possible. On peut prendre des anti-inflammatoires, un petit peu de Tylenol, puis aller voir un physio, essayer de bouger le plus possible. Là, quand on tombe à plus de 3 mois de douleur, là, il faut vraiment commencer à aller voir le médecin de famille, puis voir une certaine investigation, puis voir est-ce qu'on pourrait référer peut-être pour des infiltrations, puis pour avoir des médicaments. Donc, en douleur chronique, on va souvent donner des médicaments pour ce genre de douleur-là qui remontent à la tête. Là, je vais dire des mots, là, mais gabapentinoïdes comme le prégabalin, le gabapentin. Ça, ce sont des médicaments qui peuvent aider ça. La mitriptyline, puis aussi la duloxétine. Je ne fais pas de promotion d'aucun médicament, mais c'est ce genre de médicaments-là qu'on peut donner puis qui peuvent aider les patients. Ça veut pas dire que ça va les aider. Après ça, on a plus... Ce qu'il faut vraiment, c'est renforcer, s'améliorer au niveau de notre posture. Ça, c'est de ne pas attendre. C'est ça, c'est de le faire. Ça peut être en prévention aussi, dans un sens, mais essayer d'améliorer notre posture. Puis là, on pense toujours au physio, d'aller voir un physiothérapeute, d'aller voir un kinésiologue pour essayer de renforcer les muscles autour des omoplates. Puis c'est le renforcement, pas tant les gens ont tout le temps tendance à s'étirer, c'est bien s'étirer, mais je pense qu'il faut aussi penser à renforcer. Puis des fois, les gens ils disent, j'ai pas d'argent pour aller voir le physio, le kinésio, mais le yoga, les exercices en piscine, le pilates, le gros ballon, faire des push-ups au mur, le rameur, ça peut être tous des exercices qui peuvent nous aider à renforcer nos muscles, puis à aider autant en prévention, mais aussi en traitement, parce que les gens qui s'entraînent ont moins mal dans le cou aussi. Oui, puis on ajoute à ça, si on prend soin de soi ainsi, il y a moins de stress, il y a moins... oui, tout ça, parce que le stress doit causer beaucoup aussi peut-être moins dans votre cas, mais quand on pense aux maux de tête et migraines, ça doit être un facteur assez... C'est-à-dire que souvent, les gens, puis je reviendrai à l'exercice parce que je suis une grande promotrice de l'exercice pour et pour la femme en particulier. Oui. Je pense que les gens, on l'espèce, je vais faire une blague, mais tout le monde a vu le petit vidéo de chest-bras à l'époque, là, avec les hommes qui font des gros push-ups. Mais chez la femme, en fait, l'impact du whiplash, tu nous corrigeras, mais est plus grand parce que la musculature cervicale est plus faible. Et donc, il va y avoir aussi un peu d'hyperlaxité. Les ligaments sont un peu plus slack. Et donc, des fois, l'impact va être plus grand. Mais si je reviens, donc là, la question, c'était, OK, en migraine, ça vient d'où cette affaire-là? Puis qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, les gens, souvent, veulent savoir, c'est quoi la cause? C'est-tu mon cou? C'est-tu mes hormones? C'est-tu parce que je ne bois pas assez d'eau? Et en fait, la cause, elle est génétique. Le cerveau, c'est un organe complexe. Il y a des mécanismes électriques et chimiques.
Et ces mécanismes-là, ben, on les connaît quand même en sciences, mais sont difficiles à voir. C'est comme le Wi-Fi. Tu sais, le Wi-Fi, personne ne doute qu'il existe. Hein. On est en train de s'en servir. Il n'est pas tangible là. encore. Non, on ne le voit pas. Mais nous, on est une société où on aime beaucoup voir. Hein. On aime ça faire des tests, on aime ça mesurer, puis c'est bien correct. Mais en migraine, une des raisons du stigma puis des problèmes qu'on a de reconnaissance de la maladie, c'est que c'est un problème génétique du software cérébral où le cerveau devient sensible à l'environnement, donc à l'environnement extérieur, à l'environnement interne, et sensible aux variations, aux changements. Alors là, ça peut être des changements d'hormones, ça peut être des changements d'émotions, ça peut être des changements de sommeil. Tu sais, le cerveau, c'est un gros... changement de vie. De tout, un oui. gros panel de contrôle. Oui. C'est ce qui fait que c'est compliqué. Donc, moi, je résume aux gens, je leur dis, écoute, tu as un ensemble de facteurs qui rendent ton cerveau sensible à déclencher une crise. Donc, la crise qu'on a décrite tantôt. Et pour te traiter, ben, tu as deux. Soit qu'on peut stabiliser ton environnement au maximum, donc adapter les habitudes de vie, mais on peut aussi utiliser de la médication pour traiter les crises et pour augmenter la tolérance de ton système cérébral à tous ces nombreux changements. Parce que, tu sais, moi, j'ai des patientes, là, ils ont commencé, ils font du yoga, ils mangent du kale. Oui, on se demande pourquoi. Ils boivent 3 litres d'eau par jour. Puis tout là, ce qu'on là, nous dit de ils faire, sont des religieuses dans un couvent, là. Puis tu te dis, mais est-ce parce qu'il y a une maladie neurologique? Donc, oui, les habitudes de vie, mais aussi les traitements. Donc, il y a vraiment, dont l'exercice qu'on va faire. Oui, bien ça, l'exercice, on en parle, on en fait longuement la promotion. On devrait vraiment en faire plus pour nous, pour toutes les sphères de notre vie aussi. On parlait tantôt du mal là, qui commence, le cou qui va venir jusqu'à la tête, comme ça. Est-ce qu'on... Mettons l'imagerie, est-ce qu'on va... Tu sais, des fois, on dit, j'aimerais ça, je veux savoir, je veux voir, avoir quelque chose encore là de tangible. Fait que dans le fond, dans la céphalée cervicogénique, l'imagerie, là, quand on en fait, on regarde le rayon X, il y a des gens qui ont des scans cervicaux, des IRM cervicales. Le problème avec ça, c'est souvent que les changements on a tous des changements dégénératifs. Souvent, c'est comme les rides. Fait qu'à partir de 40 ans, on voit déjà des changements dégénératifs au niveau de la colonne, là, à tous ces examens-là. Puis souvent, c'est toujours au même niveau. Là, je vais vous dire C5, C6, C6, C7. Radiologiquement, c'est toujours là parce qu'on est toujours en train de faire... c'est celle du haut, là. Celle du bas. Puis là, les gens... C'est là où est-ce qu'il y a la bosse? La bosse, en fait. Oui. Puis là, les gens disent, c'est ça mon problème. Mais en fait, quand tu as une douleur cervicale qui remonte, le niveau qui est atteint, c'est C2, C3. C'est une articulation qui est atteinte beaucoup plus haute, puis souvent qui est complètement normale à l'imagerie. Fait que ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment faire un questionnaire, il faut vraiment savoir de où la douleur... Demander aux patients, c'est où la douleur maximale. Tantôt de faire le devoir, de s'auto-évaluer. Mais aussi, le médecin, c'est aussi sa job de dire, tu sais, la douleur vient vraiment de l'occiput, elle remonte vers la tête. OK, là, pensez que peut-être c'est pas C5, C6, C6, C7 le problème, mais beaucoup plus des... Vous savez que moi, vous me dites ça, C6, c'est moi, mais des articulations beaucoup plus hautes, dans le fond, dans la tête. Puis c'est vraiment questionnaire, examen physique, s'assurer que le patient a un examen neurologique normal. La palpation aussi au niveau du cou, c'est super important. Puis on regarde l'imagerie un peu de côté en disant, OK, c'est important, mais la corrélation entre ce qui est écrit à l'imagerie puis ce que le patient nous présente, c'est 50 du temps, ça concorde. L'autre 50 du temps, le C2, C3, pour le renommer, il est normal. Mais le monde, ils ont quand même mal de cet endroit-là, puis ça peut donner quand même une atteinte puis une douleur qui revient vers le devant. Fait que même si l'articulation semble normale, elle peut quand même être irritée, puis elle peut provoquer la douleur qui remonte dans la tête. Fait que nous, c'est sûr que de notre côté, c'est souvent les articulations, là, je nommais le fameux C2, C3 qui remonte à la tête. Il y a aussi l'articulation C1, C2. Beaucoup moins, la prévalence, là, c'est vraiment l'articulation qui est douloureuse. Habituellement, beaucoup moins les hernies discales à ce niveau-là n'ont pas vraiment d'impact. Puis il y a aussi la musculature qui est un peu, pour nous, un diagnostic d'exclusion parce que nous, c'est sûr qu'on essaie de focusser, de voir est-ce que l'articulation est douloureuse parce que dans la majorité des cas qui ont des douleurs à ce niveau-là, c'est l'articulation. Mais il y a une partie que ça peut être musculaire totalement ou en partie aussi. Là. Bon, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est les traitements. Oui. Il y a des solutions. Mais je vais peut-être rajouter à ce que tu dis, parce qu'il y a un nom qu'on doit mentionner, c'est Arnold. Oui. Mais... Puis Arnold, pas Schwarzenegger, mais le nerf d'Arnold. Parce que les gens nous parlent souvent d'Arnold, puis souvent, ils vont aller à la salle d'urgence avec une migraine.
Puis là, l'urgentologue va appuyer sur leur cou, puis là, ils vont faire aïe aïe. Puis là, l'urgentologue va dire ah, tu as une névralgie d'Arnold, ils vont faire une Ça, injection. c'est une de vos spécialités aussi. Oui, hein, oui, c'est oui, ça, absolument. Commune. En fait, là, on est vraiment, OK. c'est là où est-ce À qu'on vous deux. travaille Oui, ensemble. on se le partage. Fait celle-là. que là, les gens vont dire il y a une névralgie d'Arnold, mais il faut faire attention avec ça parce que Ouais. le migraineux en crise, il est hypersensible. Il va y avoir l'allodynie. Fait que tout est sensible. Tout fait mal. La peau fait mal. Moi, j'ai des patientes qui vont me décrire les cheveux font mal. J'ai des patientes qui se sont coupées les cheveux, qui ont arrêté de porter des lunettes. qui ont... OK. Donc, vraiment, tout est hypersensible. Donc là, de faire une injection à la base du cou, là, tu sais, quand on parlait d'Arnold, C2, C3, c'est tous ces réseaux-là, c'est pas nuisible. Le problème, c'est que si tu manques le diagnostic de migraine qui est en arrière, ben là, tu manques l'occasion d'aider la personne pour son vrai diagnostic, la maladie dont cette personne-là souffre. Et puis, comme Isabelle le disait très bien, ben là, la céphalie cervicogénique, c'est vraiment l'articulation et le réseau nerveux, le filage électrique. Mais à côté, on a tous les muscles et les tendons. Puis là, je reviens à tout ce qu'on appelle les syndromes myofasciaux, là, les gens qui ont mal dans la pointe des omoplates, qui ont mal dans les épaules. Puis là, ils me disent, je suis tendu. Je vais aller chez l'ostéopathe et le massothérapeute. Pas nuisible, mais souvent le muscle douloureux et le muscle faible. Puis on n'a jamais renforcé un muscle en étirant dessus. Alors moi, là, mes patientes et patients, j'ai un petit programme d'exercice de base que j'imprime dans le bureau. Je leur donne ça. Puis là, je leur dis, là, tu as fait des approches passives. Maintenant, on doit passer à l'approche active. Tu vas aller voir un kin ou un physio. Et je ne veux pas du tense, je ne veux pas des manipulations. Tu peux en avoir, mais je veux un programme d'exercice. Et ça ne peut pas être négatif, mais il faut le faire comme il faut. Fait que souvent, nous, on dit aux patients, fais de l'exercice. Mais ça, si tu as mal, si tu as des problèmes d'épaule, Ça nous tente si tu as pas eu ben, des ben, oui. accidents, Oui. tu vas chez le physio, tu essaies quelque chose, ça fait mal, puis là, pour les 10 Ça prochaines années, là, tu arrêtes ça. Alors, je peux en parler parce que moi, j'ai eu la chance de travailler moi-même avec des kins, puis là, je fais de la boxe, j'ai un coach Quand vous de dites des kins, c'est des des kinésiologues. kinésiologues. Oui. Puis là, je fais de la boxe, puis j'ai un coach de boxe qui m'aide beaucoup. Mais j'ai appris les élastiques, les petits poids, les exercices. Mais j'ai le privilège d'être une neurologue qui connaît tout ça. Alors, j'encourage les gens à chercher de l'aide pour faire les exercices parce que c'est vraiment la clé. Pour ces problèmes de cou musculaire, là, mais il faut faire Oui. la différence avec la céphalie cervicogénique. Donc, finalement, il y a les prises en charge en trois axes. Ça, c'est pour la migraine. C'est Ouais. pour la migraine. On va parler de gestion des habitudes de vie. On en a déjà glissé un mot. Bon, les déclencheurs, on les connaît, mais... Eh bien alors, les 3 axes, là, c'est vraiment d'abord, moi, je dirais, je vais faire allez voir le site de Migraine Québec, OK? Ça devrait être la Qui première. a pensé à ça? Je sais pas, hein? Je veux remercier l'équipe de Migraine Oui. Québec, qui est vraiment pour les patients, par les patients, parce que vous allez trouver une mine d'or d'informations, des groupes d'entraide, un programme d'autogestion. Alors vraiment, tu sais, en cette journée de la femme, là, on applaudit. Et aux hommes migraineux, vous avez le droit d'y aller Ben aussi. Bon. Donc, ensuite, vous pouvez faire un calendrier de migraine. Donc, je vous recommande soit les calendriers de Migraine Québec ou le calendrier canadien des migraines, une app qui est maintenant sous l'égide de Migraine Canada, gratuite anglais-français. Puis là, vous notez vos crises. Puis ensuite, ben là, vous allez dire, OK, je peux-tu stabiliser mon mode de vie? Alors là, on pourrait en parler longtemps, mais en gros, là, c'est mettre ton cerveau dans un environnement favorable. Des fois, on appelle ça de la neurosanté, là. Donc, tu sais, on veut être, hydraté, avoir un bon sommeil, faire de l'exercice, manger comme il faut. Mais ça, ce n'est pas des traitements de la migraine. Ça, c'est juste te mettre dans un environnement favorable. Puis après ça, il faut que tu consultes un docteur, puis tu as des traitements médicaux pour casser ta crise, puis pour prévenir les crises. Parce que là, on en a des traitements et ça vaut la peine de les essayer. Mais c'est tout un parcours du combattant, parce que pour avoir accès à des docteurs, puis avoir accès à des prescriptions, alors c'est vraiment le parcours où les gens ont fait tous les efforts, ont été se renseigner, en savent beaucoup. Mais ça prend un allié médical qui peut être un médecin, une infirmière, un pharmacien pour aller essayer les traitements Le chemin du pharmacologiques. mieux-être Oui. peut être long, mais Oui. c'est important de le faire. Absolument. Là, je sens qu'on va réveiller beaucoup de gens. J'entends déjà les gens à la maison dire, bon, là, je comprends, mais tant mieux. Là, vous allez être bien occupés, mesdames. Ouais. C'est ça. Du côté bon, quand on parle de coûts, on a Oui. parlé d'imagerie tantôt, Oui. mais là, évidemment, on peut penser aux injections Exact. qui peuvent être faites
est faite pour nous donner un coup de main, oui. Donc, une injection, c'est une infiltration, Oui. ça veut dire une piqûre, parce qu'il y a des gens qui savent, tu sais, c'est vraiment rentrer une aiguille là, au niveau des articulations qu'on a parlé tout à l'heure. Fait qu'on peut, ce qu'on appelle, c'est des blocs facétaires. Donc, les blocs facétaires, c'est qu'on va mettre sous fluoroscopie, c'est l'appareil de rayon X, en fait, qui nous guide pour savoir où mettre l'aiguille, en fait. Oui. Au niveau de l'articulation, fait qu'on peut mettre de la cortisone à ce niveau-là. La cortisone, c'est un anti-inflammatoire, donc ça peut réduire l'inflammation. Puis chez certaines personnes, ça peut vraiment aider beaucoup leur douleur qui remonte à la tête. Là, tout à l'heure, on a dit C2, C3, mais il y a d'autres articulations, 3, 4 aussi, ça peut être 1, 2, même on parle maintenant de C0, C1, qui pourrait aussi donner des douleurs. Enfin, tu sais, c'est un art, là. On commence par quelque chose. Oui. On y va avec le prévalent, qui est habituellement, c'est le C2, C3 qui est le plus prévalent, c'est lui qui donne cette douleur-là. Ensuite de ça, on peut essayer aussi de faire ce qu'on appelle des blocs de branche médiane. Fait que les blocs de branche médiane, ça nous donne vraiment un diagnostic parce qu'on va comme anesthésier la branche médiane, qui est le petit nerf qui va à l'articulation, avec un petit volume, comme quand on va chez le dentiste puis on se fait geler. Fait que les patients rentrent, ils ont mal à 6, 8 sur 10. Là, on les couche, on fait l'injection au petit nerf, on anesthésie, on revoit le patient 30 minutes plus tard, puis dans certains cas, la douleur disparaît complètement. Là, à ce moment-là, je peux te faire le diagnostic en disant, bien là, c'était vraiment une céphalie cervicogénique. J'ai bloqué ce petit nerf-là. Ça part de là. Ça part de là. Fait qu'on est vraiment à la source, parce que c'est ça le but, c'est de traiter la source de la douleur. Fait qu'en faisant ce test-là à 2 reprises, on peut faire après ce qu'on appelle une thermolésion. Thermolésion, c'est qu'on va brûler la branche médiane, on chauffe la branche médiane, elle se coagule, et c'est comme si on casse le signal, tu sais, comme un fil électrique. Fait que le signal entre la facette qui fait mal, l'articulation et le cerveau, on coupe ça. Puis là, les gens, ils n'ont comme plus la douleur. Fait qu'il peut avoir de l'inflammation, une irritation de cette articulation-là, mais les gens ne la ressentent plus du tout. Est-ce que ça dure longtemps? Et donc, chez certaines personnes, ça peut durer des mois. Là, on parle dans les études à peu près 18 mois quand on répond bien au bloc de branche, mais souvent, encore plus longtemps, voire complètement enlever la douleur. Fait que c'est quand même assez impressionnant quand la douleur vient vraiment de là. C'est tout ça à faire comme diagnostic. Et là, il y a Arnold là, qui revient. Oui, mais là, aussi, nous, Arnold, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est comme un plaster. Ils font ça dans les cabinets de médecine familiale, puis c'est très bien de l'essayer. Tant mieux si le patient va bien, puis on n'a plus besoin de le refaire. Mais c'est quand les patients ils reviennent puis ils me disent, ben là, je fais ça aux 2 mois, puis ça revient continuellement. C'est que la douleur, elle vient pas de là. C'est plus elle vient probablement de l'articulation. Puis ça vaut la peine d'aller faire une injection au niveau de l'articulation pour essayer de régler le problème à long terme. Parce que ce n'est pas des affaires qu'on veut faire continuellement aux 3 mois. Là. Et si on se sent mieux, ben on peut faire plus d'exercices. Donc, tout ça, c'est une roue, là, finalement. Oui. Et là, tantôt, j'ai dit le mot injection parce que je m'en allais vers le Botox. Maintenant que j'ai été quand même étonnée, on peut l'utiliser pour pas pour modifier, mais au contraire pour se faire Alors du bien. On revient dans le domaine de la migraine. Donc, tu sais, si on parle des traitements préventifs, d'abord, la prévention, là, on ne parle pas de prévenir un infarctus. On parle de contrôler une fréquence de crise. Donc, les gens, quand ils consultent en général, c'est parce qu'ils ont un nombre de crises ou une intensité de crise qui ont un impact sur leur vie. Je vais quand même rappeler que l'Organisation mondiale de la santé reconnaît la migraine comme la cause numéro 1 d'années vécues avec invalidité chez la personne de moins de 50 ans, toutes catégories confondues, là, diabète, cancer, fou, VIH, malaria, whatever, la migraine est la première cause. Donc, parce que ça commence jeune, puis ça dure toute ta vie, puis ça t'enlève ta fonction un jour à la fois. Donc, ça, c'est vraiment l'impact est majeur sur la personne et sur ses partenaires ou ses proches ou ses collègues. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'en occuper. Puis là, petit message, tu sais, au ministère de l'Emploi, au ministère de la Condition féminine, à notre ministre de la Santé, il n'y a aucune clinique de migraine au Québec pour 20 cliniques de sclérose en plaques. Je pense qu'il serait à peu près le temps d'en parler et d'offrir à ces personnes des traitements, parce qu'il y en a. Alors, une fois que tu as fait ton calendrier puis tu as été sur Migraine Québec, puis que là, tu dis, moi, là, j'ai des crises, puis ma vie est impactée par la migraine. J'en ai dessus 4 par mois, 8 par mois, 20 par mois. Ton calendrier le dira. Tu parles à ton médecin de famille, tu essaies de casser tes crises. Mais là, tu vas en avoir moins de crises. Donc là, on a des traitements préventifs. Puis là, il y a une longue liste. OK? C'est comme une liste d'épicerie. On les essaye les uns après les autres. Il y a des pilules pour la pression, des pilules pour l'épilepsie, des pilules pour la dépression. Mais on a aussi des techniques qui sont spécifiques. Donc là, on a une nouvelle famille qui s'appelle des anticorps. Ça, c'est bizarre, là, c'est des injectables au mois. Il y a des anticorps CGRP.
Donc, c'est une nouvelle façon de traiter la migraine depuis 5 ans qu'on a, qui est, après 35 ans de recherche, enfin, on a quelque chose qui traite la cause. Ça, les gens, ils disent, moi, là, j'ai la pression basse. Pourquoi tu vas me donner une pilule pour la pression? Je suis même pas déprimée. Pourquoi tu me donnes une affaire qui va me faire engraisser puis que j'ai pas de dépression? Donc, les anticorps CGRP, les GEPAN, c'est quelque chose qui est nouveau et qui est... CGRP. CGRP. Calcitonin Gene Related Peptide. Donc, tu peux oublier ça tout de suite. CGRP, C'est déjà fait. c'est son petit nom. C'est une petite protéine qu'on a tous dans notre système, normalement. Mais chez les migraineux, eh bien, soit qu'il y en a trop ou qu'elle est hyperactive, on a découvert que si on la bloque avec une pilule ou un anticorps, eh bien, la migraine peut améliorer de 50 à 75 même à 100 J'ai vu une patiente la semaine dernière, sous anticorps, elle est passée de 20 jours de migraine par mois à 0 migraine sur un an. Parce que 20 jours de migraine par mois, là, ça ne fonctionne pas. C'est très lourd. Ben ouais. oui. Alors, donc, je pense que c'est... Puis le Botox, qui était la question d'origine, c'est juste pour le replacer dans ce grand menu. Hein. Moi, je dis souvent, je suis comme la waitress au restaurant. Je vais vous amener un menu, puis vous allez choisir dessus. Moi, je vous explique les options, puis on les fait ensemble. Donc, le Botox, c'est une technique qu'on a depuis 2010 pour la migraine chronique, où est-ce qu'on injecte, en fait, c'est comme si on tartine le Botox sur le crâne, là où ça fait mal, le front, les tempes en arrière, le cou, les épaules. Et chez les migraineux chroniques, on a un taux de réponse d'à peu près 40 à 50 Donc, tu sais, des options, il y en a, mais là, ça prend de la main-d'œuvre là, pour les proposer à nos patients, ces options-là. Là. C'est là où est-ce qu'on est. Donc, les scientifiques qui ont fait leur job, les études sont là, les traitements sont là. Maintenant, ça prend des cliniques pour servir notre population. Bien, c'est ça. Là, la recherche continue, évidemment. Ça, c'est toujours en place. Oui, bien nous, c'est ça. Au CHUM, on fait beaucoup de recherches sur les problèmes au niveau du rachis. Là, récemment, on a publié une étude sur les thermolésions. Donc, on a fait une étude qui comparait 2 types de thermolésions, qu'on appelle conventionnel puis trident. Trident, c'est comme un cathéter qui s'ouvre, comme un trident, pour aller brûler le petit nerf. Puis, on s'est rendu compte que la thermolésion conventionnelle, qui est beaucoup plus difficile pour le patient à avoir, beaucoup plus longue, mais elle dure beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc, elle est plus efficace que la trident qui est plus facile pour le patient, beaucoup moins longue à faire, mais qui semble être vraiment moins efficace. Puis on a une nouvelle aussi étude là, qu'on est en train de recruter des patients justement, à savoir c'est quoi la prévalence, combien de pourcentage de patients ont une douleur qui vient de C1, C2 et non de C2, C3. Parce qu'on pense toujours au C2, C3. Pas beaucoup d'études à savoir c'est qui a ces douleurs-là, puis aussi où ça s'en va où ça réfère exactement par rapport à l'articulation de C2, C3. Fait que c'est très pointu là, comme domaine, mais c'est super intéressant, puis c'est des choses qu'on n'a pas encore étudiées là, nulle part ailleurs. Fait que... Donc, si on a des gens qui nous écoutent, qui aimeraient s'aider et aider à la recherche. On est en recrutement là, pour ça. Oui, à c'est merveilleux. CHUM. Donc, on a parlé évidemment de tout ce qu'on retrouve en pharmacie, mais l'idéal, c'est de pousser un peu plus loin pour être bien accompagné. Justement, l'exercice, ça revient beaucoup dans les notes. Là, on se tourne vers l'avenir. Essayons ça. On plante quelque chose aujourd'hui. Oui. Le message a été clair également qu'il devrait y avoir plus de cliniques. En fait, il n'y en a même pas. Oui, c'est pas difficile d'en avoir plus. On n'en a aucune. On n'en a aucune. Alors, ça nous prend au moins une clinique pour pouvoir se donner un coup de main. Les cliniques des céphalées, ce serait quoi le but exact pour ça? Alors, la solution va passer par le travail d'équipe. Oui. Donc, on veut, parce que la migraine, ce n'est pas une maladie qui peut être prise en charge seulement par les neurologues. Il y en a trop et donc on doit collaborer avec nos collègues de la première ligne. Et j'ai eu, depuis des années, un super partenariat avec la FMOQ. Donc, on veut d'abord éduquer nos médecins, que ce soit les médecins de famille, les neurologues, sur la migraine. En ce moment, le médecin de famille reçoit 2 heures de formation à peu près durant leur formation, donc il faut augmenter ça. Puis, il n'y a aucune clinique académique de céphalée. Donc, ça veut dire que les résidents de neuro, en ce moment, ne sont même pas obligés d'avoir de la formation sur les migraines. Donc, ça, je pense que ça doit changer. Donc, on éduque nos médecins. Puis ensuite, là, on structure les soins. Qui fait quoi? Hein? Donc là, on dit le médecin de famille, il est débordé. Comment on peut l'aider? Est-ce qu'on met une infirmière de GMF là-dedans? Est-ce qu'on met un pharmacien de GMF là-dedans? Et là, le patient, au lieu de se faire dire « j'ai pas le temps, je peux pas, il n'y a rien à faire »,
va être pris en charge, peut commencer son processus d'éducation thérapeutique, d'autogestion avec l'aide de Migraine Québec. Puis là, ben, il essaie les traitements de base. Puis quand ça c'est fait, ben là, tu vas voir le neurologue. Et le neurologue, dans un monde idéal, aurait peut-être une infirmière. Donc nous, on va, en fin de compte, l'Association des neurologues va faire une demande au ministère cette année, là, ça est en train d'être écrite, pour débuter ce processus. Et je souhaite de tout mon cœur, pour les gens qui ont des migraines, que notre gouvernement fasse plus d'attention. Je le sais, là, les défis du système de santé, mais je pense il y a de quoi offrir, il y a des belles choses à faire. Et aux employeurs aussi, de mettre en place une culture. On l'a fait pour la santé mentale. C'est comme un peu méconnu aussi. Ouais. Là, c'est en parlant aujourd'hui qu'on réalise à quel point c'est vraiment invalidant. Fait qu'il faut vraiment faire le travail qui a été fait en santé mentale, ben, qu'on le fasse pour la migraine, pour que maintenant, dans ton lieu d'emploi, tu sois encouragé à t'informer, à t'éduquer, à consulter. Et là, encore là, beaucoup de belles jobs. On est en pénurie, là. Fait que je pense qu'on a un bel enjeu. Fait que je pense que pour moi, dans 5 ans, s'il y a des cliniques de migraine avec une belle collaboration interdisciplinaire puis spécialiste omni, là, je pense qu'on va avoir fait un beau progrès. Bien, on vous le souhaite. En tout cas, je le souhaite très, très fort. Parlons justement de ce programme aussi d'autogestion de Migraine Québec qui peut aussi nous donner un grand coup de main. Puis ça, on est en cours d'essai en ce moment, là. Oui, alors ça, une superbe initiative. Je suis tellement impressionnée par le travail de Migraine Québec. Donc, avec une technicienne en physio et une ergothérapeute, ils ont créé un superbe programme d'autogestion. Vous pouvez le trouver sur leur site web dans les ressources. Vous cliquez là, c'est marqué programme. Vous pouvez télécharger le document puis le lire vous-même, ou encore vous inscrire futurement, je pense que là, ils sont pleins, mais à des séances en groupe. Le groupe, c'est important, se parler, échanger, communiquer. Et là, moi, mon rêve, là, c'est que ce programme-là soit disponible via les GMF. Parce que là, ça veut dire que le médecin de famille n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Fait que, quoi de mieux qu'une communauté de patients pour partager puis échanger sur les habitudes de vie? Parce que ça, les patients peuvent le faire. Ils ne peuvent pas s'injecter dans le cou. Non, Ils ne peuvent pas se prescrire des anticorps. Ils ne peuvent pas s'injecter du Botox eux-mêmes. Mais ils peuvent s'informer puis apprendre. Puis à partir de là, le médecin de famille devient vraiment le prescripteur, le guide. Puis le neurologue, ben nous, on remplit des formulaires de patients d'exception. Fait que ça, c'est correct. Mais c'est notre job. Fait que tout ça pour dire que ça, c'est un beau rêve. Puis les patients, ils ont fait leur travail. Fait que je pense que maintenant, on peut les soutenir pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Puis nous, ben, on continue notre collaboration. Bien sûr. On s'envoie des Donc, vous avez un rêve qui est similaire aussi? Oui, bien moi, c'est surtout au niveau de la douleur chronique. Moi, je fais du rachis. C'est toute la colonne que je traite, en fait. Puis moi, c'est un peu ce côté-là. Mais la douleur musculo-squelettique chronique, c'est terrible, là, la manière qu'on la traite là, présentement dans notre système de santé. Les gens ont des attentes incroyables pour nous voir, entre autres en physiatrie. Là, on parle d'1 an de délai. Là, fait que pendant 1 an de temps, ils ont mal. Puis là, finalement, ils viennent voir le physiatre. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens commencent tout de suite un peu les programmes de réadaptation parce que souvent, malheureusement, c'est pas gratuit aussi. Là, puis on peut pas mettre tout gratuit, mais ça serait tellement payant pour notre pour la communauté d'avoir des services publics comme la physiothérapie ou au moins accès à un programme d'exercice avant d'arriver de me voir puis de dire, OK, je vais faire une piqûre aujourd'hui. Avez-vous fait de la physio? Non, j'en ai jamais fait. Moi, je trouve ça terrible. Je pense mais peut-être qu'il y a un manque d'éducation aussi. Là, c'est pour ça que... Il y a de l'éducation, mais je pense que les gens, très honnêtement, il y a aussi, c'est plate, là, on va parler cold hard cash, là, il y a une question d'argent. Là. Comment ça se fait que le ministère de la Santé, c'est tellement facile de prescrire une IRM qui ne sert pas à grand-chose entre toi et moi, puis qu'on peut pas, moi, je ne peux pas prescrire facilement 10 séances de kinésiologie qui coûtent grossièrement le même prix. Et je pense qu'il faut vraiment, c'est une question de où tu mets ton argent, c'est des choix difficiles, mais en ce moment, pour ma spécialité, je dis pas, qu'il ne faut pas faire d'IRM à personne, là, mais pour ma spécialité, je vois l'argent qui est passé en imagerie, puis je me dis, prends cet argent-là, puis mets-le dans des programmes multidisciplinaires, puis là, tu vas voir la santé des gens. Puis je vais juste faire un petit cue aussi que, juste parce qu'on c'est la journée de la femme, les abus sexuels dans l'enfance, la violence conjugale, c'est une cause de traumatisme crânien sous-estimé. Donc, j'envoie mon cœur à toutes les personnes qui ont vécu ça. C'est terrible. Je pense qu'il faut s'en parler. Fait qu'il y a des solutions. C'est pas parce qu'on n'a pas d'argent, c'est où est-ce qu'on le met, qu'est-ce qu'on fait. Peut-être qu'on peut faire des groupes, comme ça coûte moins cher. Il y a toutes sortes de choses. Mais c'est sûr que le système, s'il est rigide, puis inflexible, puis qu'on ne peut pas rien faire, bien, ça va rester comme ça. Puis, mais ça prend des moments comme aujourd'hui pour en parler, puis peut-être faire brasser les choses un petit peu aussi. Pour le réaliser, oui.
Merci beaucoup, mesdames. Merci. Merci à toi. Mon Dieu. Merci de prendre soin de nous ainsi. Alors, j'espère que tout ira bien. On se redonne des nouvelles au moins dans à peu près 1 an, voir si ça bouge. Ouais. Oui. Et on rappelle à tout le monde de prendre soin de soi et de s'informer pour justement se guérir et aller mieux aussi. Vous êtes 2 femmes médecins d'exception et nous sommes là aujourd'hui pour souligner l'apport, entre autres, de 2 autres grandes dames du milieu de la santé. Merci beaucoup, Merci. Docteur Leroux, Docteur Denis. Merci de Merci votre à toi. L'invitation. présence. Merci Vraiment. beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons souligner l'apport de 2 grandes dames. L'an dernier, on a posé un geste. Oh non, mais là, il part trop vite, là. Oui, je sais, mais restez pas loin parce qu'on a une belle surprise pour vous. L'année dernière, nous avons tenu un geste concret sur le sujet abordé dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui. On a le bonheur donc d'accueillir Monsieur Dr Legault pour souligner. Je vous voyais très impliqué dans la conversation aussi. On parle de leadership, puis Ouais. on parle aussi d'implication des femmes en médecine spécialisée. On a un exemple Oui. fantastique avec ces 2 médecins-là qui font de la recherche de pointe et qui ont vraiment en tête la qualité des soins aux patients. Alors, moi, toutes les fois, c'est la cinquième édition. À toutes les fois, je suis renversé de la qualité des gens qu'on soit ici. Puis les prix qu'on va remettre vont en témoigner. Oui, parce qu'il faut aider des initiatives comme celle-ci pour justement continuer de aider les gens. Tout à fait. Alors, vous êtes prêts? Oui. On aimerait remettre un chèque à Migraine Québec. J'inviterai la présidente. Est-ce que j'ai le chèque? Oui. Bon. Je ne l'avais pas dans mon veston. Alors. Bravo! OK. Partez va avec. Allez. Allez, merci. Donc, la présidente Véronique Clément, c'est bien ça, directrice générale de Migraine Québec. Vouliez-vous nous adresser quelques mots? Il me semble que ça serait gentil. Ben oui, venez avec nous, c'est mieux ici, hein? Oui, bien sûr. Bon, ben ça va être une belle improvisation. Bien, d'abord, merci vraiment à tout le monde, à la Fédération des médecins spécialistes, parce que, tu sais, tous les dons, tout ce qu'on peut, tout ce que les docteurs ont dit, docteur Leroux, Isabelle, je ne me rappelle plus son nom de famille, docteur Denis, ces paroles-là sont tellement importantes parce qu'on l'a dit, comment il y a des gens qui sont impactés par la migraine. Ça touche énormément de femmes et d'hommes aussi, il faut le dire. Et nous, chez Migraine Québec, on est un OBNL, on travaille fort, on a une super belle équipe et notre but, c'est vraiment à la fois, c'est un groupe de patients pour les patients, donc de l'entraide, du soutien, de l'information, de Des gens qui l'éducation. vivent la même chose aussi, qui peuvent échanger aussi. Exact. Oui. Fait que quand on peut en parler comme ça, les personnes qui nous écoutent, qui l'entendent, il ne faut pas rester seul. Il y a tellement de stigma autour de la migraine. Il y a tellement de femmes fortes qui se disent « je vais être capable, je vais aller travailler, je vais faire ma vie de famille ». Mais tu sais, à un moment donné, il faut aussi admettre qu'il y a de l'aide, puis il faut aller la chercher. Donc, nous, chez Migraine Québec, c'est notre gros enjeu. Puis, en même temps, bien, il y a tout cet aspect aussi éducationnel, tout l'aspect plus le droit des patients, l'aspect plus politique. Donc, tu sais, on travaille sur plein d'enjeux. Puis, le programme d'autogestion dont Dr Leroux a parlé, qui est vraiment une ressource dont on est très fiers. On est encore au balbutiement de ça, mais on a une super équipe qui travaille là-dessus. Donc, vraiment, tous les dons sont vraiment appréciés. Puis, je veux remercier aujourd'hui la contribution de la Fédération des médecins spécialistes. Si je peux dire un mot supplémentaire, je vous invite, ceux qui sont à l'écoute, à aller sur le site de Migraine Québec. C'est très instructif. C'est des gens dans l'ombre qui font une communauté de patients qui aident les gens. C'est vraiment un très beau site. Je vous invite d'aller le visiter. Merci beaucoup. Merci. 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 Et maintenant, c'est le temps de célébrer dans le cadre du concours Femmes médecins d'exception. C'est la portion reconnaissance de cet événement. Nous allons vous présenter 2 lauréates du concours
Femmes médecins d'exception, un concours qui existe depuis maintenant 5 ans, qui reconnaît les accomplissements exceptionnels des femmes médecins spécialistes du Québec. Docteur Legault, je vous vois hocher de la tête, alors vous êtes bien d'accord avec moi. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce concours et en quoi c'est important pour vous, la Fédération? Bien, ça a toujours été important, mais je vais trahir mon âge. Là, j'ai vu en 32 ans de pratique la médecine spécialisée se féminiser. Oui. Dans mes congrès de chirurgiens, avant, il y avait 3 filles. À cette heure, il y a plus de filles que de gars. Ce qui est une excellente nouvelle pour tout le monde parce qu'il ne faut pas se cacher. Les femmes ont une façon particulière de traiter les patients qui est peut-être différente que celle des hommes. Ce n'est pas un concours. Mais ce que je constate aussi avec la féminisation de la pratique, c'est qu'il y a encore trop peu des rôles de leader, de gestionnaire de la santé, des rôles féminins ne sont pas aussi ce qu'on voudrait qu'ils soient. Alors là, la médecine se féminise. On pense que de mettre en valeur le leadership en gestion, en santé chez les femmes, mais c'est la prochaine étape. On pense qu'à travers ce prix-là, le fait que ça soit reconnu, ça va aider un peu la cause. Donc, vous voulez encore plus de femmes médecins, c'est bien ce que je comprends. Exact. Alors, maintenant, c'est à votre tour de remettre ces prix. On en a 2 aujourd'hui. Le prix Marthe Pelland, qui est remis à une femme médecin de la relève comptant 10 ans ou moins de pratique active et qui vise non seulement à reconnaître l'engagement d'une jeune femme médecin dans le milieu médical, les affaires associatives ou publiques, mais aussi l'encourager à aller plus loin et viser des postes de leader. Le prix Irma Levasseur, quant à lui, c'est remis à une femme médecin d'expérience déjà bien établie, qui compte plus de 10 ans de pratique, qui vise à reconnaître les qualités de leadership ou de gestion d'une femme médecin ayant gravi les plus hauts échelons du milieu médical, que ce soit les instances syndicales, les organisations médicales, le gouvernement, les hôpitaux. On y va donc avec le prix Marthe Pelland, le prix pour la relève. Ben, cette année, on a reçu beaucoup de candidatures, mais le choix a été quand même relativement facile. Vous me permettrez de lire de mes notes parce que d'apprendre par cœur le CV de nos 2 lauréates, c'est impossible. Alors, attachez votre truc. Je vous présente tout d'abord la lauréate du prix qui est une chirurgienne vasculaire qui pratique au centre universitaire de l'Université de Montréal. Il s'agit du docteur Laura Drudy. Docteur Drudy s'illustre d'abord par son parcours atypique. Elle qui rêvait tout d'abord de devenir astronaute est maintenant un médecin engagé et qui a à cœur que tous les patients puissent accéder équitablement aux soins. Diplômé de l'Université internationale de l'espace, Dr Drudy a travaillé pour de nombreuses organisations internationales avant de commencer l'école de médecine. L'Agence spatiale canadienne, l'Agence spatiale européenne, la NASA. Cette implication, en particulier dans le domaine de la médecine aérospatiale, lui a permis de développer des compétences inestimables pour l'évolution de sa carrière. À la suite de cette petite expérience, elle se réoriente en médecine et effectue une formation spécialisée en prévention de l'amputation et en préservation des membres, soutenue par différentes avant de se joindre au CHUM en 2021 à titre de chirurgienne universitaire et chercheur clinicienne. Parmi ses réalisations, mentionnons le développement d'un programme endovasculaire pour la prévention de l'amputation au CHUM, la création en 2022 d'une clinique des soins des plaies chez les diabétiques dans 4 refuges pour sans-abri de Montréal afin de prévenir l'amputation. Fonceuse et volontaire, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle travaille aujourd'hui au développement d'une clinique de soins de pieds diabétiques au CHUM, la première en ce genre au Québec qui devrait prendre son envol sous peu. Docteur Drudy, félicitations. Et merci pour votre engagement inspirant. Vous êtes assurément un modèle à suivre pour la relève. Bravo! C'est extraordinaire ce que vous faites. Alors, je vous mets le prix. Allez. Souriez, là! Est-ce que je peux dire quelques Bien remerciements? sûr, mais on veut vous entendre absolument. Avec D'abord, plaisir. félicitations et c'est incroyable ce que vous faites dans la vie. Merci. Mais premièrement, je veux remercier la Fédération médecins spécialistes du Québec pour cet honneur incroyable, le prix Marthe Pelland. Tout le monde qui était présent pendant mon parcours.
le support de mon association de chirurgie vasculaire et endovasculaire du Québec et finalement ma famille qui me supporte à chaque jour. Alors, merci infiniment, Merci. Dr. Legault. C'est extraordinaire. Bravo. Félicitations, vraiment. Merci beaucoup. Alors, vous êtes bien entouré, monsieur? Hein? C'est pas fini de Quand même, parler de ça. je le sais. Je suis. Là, j'avais mes cartons. Moi, humainement parlant, ça m'impressionne. Ça m'impressionne vraiment. Donc, merci, merci. Alors, on poursuit maintenant avec le prix Irma Levasseur de cette fois-ci. On parle ici de prix de femme d'expérience. Encore un CV très, très court. J'imagine que vous avez à nous proposer, Dr. Legault. Ben, juste le temps de reprendre mon souffle un peu parce que le CV est de la même trempe. Alors, j'aimerais vous présenter le docteur Emma Patel, pédiatre à l'hôpital de Montréal pour enfants. Cette lauréate est un médecin rassembleuse qui a à cœur d'offrir des soins de qualité et un accès équitable pour tous. Présidente fondatrice de la section des soins complexes de la Société canadienne de pédiatrie, elle s'est évertuée depuis plus de 20 ans à développer et promouvoir les plus hauts standards de soins pédiatriques au Québec et au-delà des frontières, afin d'offrir une vie meilleure aux enfants aux prises avec des maladies très complexes. Au cours de sa carrière, elle a occupé de nombreuses fonctions de leader. Chef de service en soins complexes pour enfants au Centre universitaire de santé McGill entre 2005 et 2020. Directrice de l'hôpital pédiatrique de jour entre 2015 et 2020. Encore aujourd'hui, elle dirige la division de pédiatrie générale de l'hôpital de Montréal pour enfants. À ces engagements s'ajoutent des réalisations majeures qui ont changé la vie de nombreuses familles. Chef de file provincial et national, elle a milité avec détermination pour la mise en place de programmes de détection et d'intervention auditive précoce, ce qui a permis la progression du dépistage auditif néonatal au Québec. On lui doit également le succès du développement des services de soins complexes à domicile que de nombreux autres pays et provinces nous envient, dont le développement d'un site web maintenant devenu une référence pour les patients d'enfants gravement malades. Enfin, toujours prête à relever de nouveaux défis, elle a récemment ajouté à sa pratique clinique des consultations dans la région du Nunavik, un engagement qui, comme elle nous l'a confié, est non seulement enrichissant au plan humain, mais la pousse à vouloir se dépasser et innover pour un meilleur accès aux soins pour tous. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous rendre hommage, Dr. Patel, si vous voulez. Ah ben oui. Bon. On sourit. Voilà, ma chère. Allez. Vous avez le micro juste à côté ici. Je vois beaucoup d'humilité dans vos visages aussi, hein, et pourtant la liste est assez extraordinaire. Comment vous sentez-vous? Mais c'est un grand honneur. Premièrement, je veux le dire, un gros merci à la FMSQ et mes nominateurs, Dr. Audrey Lafontaine, proche de ma cœur, la APQ qui m'a supporté avec ça et Dr. Beth Foster qui a fait la nomination toute en surprise pour moi. Mais merci beaucoup. C'est un grand honneur, je veux le dire, un peu sucré-salé. Je ne sais pas si ça, c'est les mots corrects en français, mais sucré, parce que c'est un grand honneur. Vraiment, on ne travaille pas pour les prix, mais quand les prix arrivent, ça donne beaucoup de joie dans nos cœurs. Et ça donne envie de continuer, en plus, oui. j'imagine, beaucoup, oui. Et salé, peut-être, parce que j'ai eu la chance de lire un peu de la vie de Dr. Irma Levasseur. Et elle a fait beaucoup de choses ici au Québec. Hein? Elle a fondé même pas un hôpital pour les enfants, mais 2. Elle a fait toutes sortes de choses, mais dans sa vie, je pense que on n'a pas illuminé ses travaux assez. Et la vie était un peu triste. Hein? Elle a payé un prix pour le travail qu'elle a fait. Et je ne sais pas si vous avez fait un commentaire que
Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes en médecine, c'est certain, mais quand on le voit, les drapeaux des leaders, en manque des femmes. Hein? Juste en face de mon bureau, il y a une photo de tous les directeurs de l'hôpital, la place que je travaille maintenant. C'est tous les hommes avec les cheveux blancs, avec le peau blanc. C'est bon, c'est des personnes qui ont fait beaucoup de travail pour nous. C'est très bon. Mais où sont les femmes? Où sont les femmes? Elles sont juste là. Mais comme j'ai dit, sucré-salé. Et aujourd'hui, c'est le sucré certain. Merci beaucoup. Bravo. Mais vous avez raison. Ouais. Félicitations. Où sont les femmes? Effectivement. Merci beaucoup, Dr. Legault. Ça me fait plaisir. Vous êtes content de cet événement? Pensez-vous que ça va fun. faire bouger les choses encore? Ben, je l'espère. J'espère que ça va inspirer des gens qui vont décider de foncer un peu plus. La médecine, c'est pour les patients qu'on l'a fait, puis je pense qu'on a eu une démonstration éloquente aujourd'hui. Et puis, moi, je suis content de distribuer des bonnes nouvelles. Là. Des fois, ça me change de la grisaille qui caractérise un peu le message, la vie qu'on a avec le ministère. Et puis, j'espère que certains gens du ministère ont entendu les petits messages politiques qui ont été véhiculés pendant Très la subtilement, conversation, mais clairement. Oui. qui sont tout à fait pertinents. Je remercie nos deux panélistes. Merci beaucoup, effectivement. Merci, Dr. Denis, Dr. Leroux. Merci. Bravo à vous tous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à la maison. Et moi, ce que je souhaite aussi, mesdames, c'est que vous ayez entendu et que maintenant, vous puissiez faire les bonnes choses pour prendre soin de vous, pour avoir une vie meilleure. On n'en parle pas assez de ces problèmes de, les maux de tête, les céphalées cervicogéniques, ainsi que la migraine. Et il existe des solutions pour que ça se passe mieux pour vous. Donc, on continue ensemble. Merci beaucoup, Dr. Legault. Merci à la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Je vous souhaite une magnifique journée internationale des femmes. Merci de nous avoir accueillis dans vos maisons. J'espère que le lunch était bon et à très bientôt. Merci.